Salut à tous, ce que l'on attend depuis des mois arrive enfin, le Tour de France. Du coup, Vélo Podcast vous fait une spéciale tour avec tout ce qu'on peut attendre de cette édition 2020 et celui qui se prépare depuis des mois pour être au départ à Nice, mais qui verra le Tour depuis sa Charente natale. Guillaume Dreschler est là. Salut Guillaume. Salut François Père Noël, salut à toutes et à tous. Oui, un podcast où on va se poser plein de questions. Thibaut Pinot peut-il gagner le Tour? Guillaume Martin fera-t-il un top 10 ou le top 5 espéré par Cédric Vasseur? Ineos et Jumbo vont-elles contrôler la course? Un sacré programme en vue pour nous. Ouais, et pour parler du Tour de France et de ses enjeux, nous recevrons Jocelyn Rioux, journaliste chez Eurosport, et Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné. Sans oublier une pointe d'analyse pour parler du physique des coureurs et plus particulièrement de l'équipe Bahreïn-McLaren avec son ostéo, notre ostéo préféré, Barnabé Moulin, qui revient dans Vélo Podcast. Vélo Podcast spécial Tour de France, Christian Prudhomme vient d'agiter son drapeau, le podcast est bien lancé. Bicycle, bicycle, bicycle. Victoire de Julien Alaphilippe. Bicycle. Regardez l'avance à Alaphilippe. Bicycle. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière vous. Qu'est-ce qui lui arrive? Pinot est en pleurs, Bernal qui s'envole, Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Et on commence ce Vélo Podcast spécial Tour de France avec notre premier invité, les journalistes au Dauphiné, Valentin Jacquemet. Salut Valentin. Bonjour les gars, vous allez bien? Salut Valentin, ça va et toi? Écoute, masqué sous le soleil niçois. Déjà il y a du soleil. Valentin, on va rentrer cash dans le sujet du jour, puisque avant ce début de Tour de France, eh bien la première nouvelle, c'est Christian Prudhomme qui l'a annoncé, c'est un presque huis clos sur le Tour de France. Explique-nous un petit peu. Exactement, on a appris ça ce jeudi après-midi. Il y avait quelques bruits qui laissaient craindre que le huis clos allait pouvoir être actif. Et puis les annonces de Jean Castex le matin ont finalement un peu scellé le sort du Tour. Et donc les 3 premiers jours du Tour se dérouleront sans public. Aux arrivées, dans l'école, le but est clairement d'éviter les regroupements de personnes, alors qu'ici, l'épidémie de Covid-19 galope, quoi. Les cas repartent vraiment à la hausse, il y a vraiment des mesures de précaution. Donc voilà, là, la présentation des équipes a eu lieu ce jeudi. Et clairement, il y a des énormes rideaux occultants qui empêchent la foule de voir la place Masséna où elle avait lieu. Il y avait seulement 1000 personnes qui ont pu y assister, alors qu'à la base, ils en avaient prévu 6000. Donc voilà, le tour n'est pas encore parti, que finalement, il y a déjà des rebondissements et il y a déjà une incertitude autour de son sort. Donc voilà, c'est assez particulier à vivre quand même. Et concrètement, comment ça va se mettre en place, Valentin? Juste parce que ce huis clos, alors je parle d'expérience personnelle, à Milan-San Remo, il y avait une rumeur qui disait huis clos total sur le parcours. En vérité, c'est impossible parce que tu peux pas, mettre du grillage sur le parcours, quoi. Je sais pas comment tu fais. Explique-nous un peu comment ils ont vu ça, eux. Ouais, eux, en fait, il y aura des barrages de police et de gendarmerie au pied d'école, notamment, qui empêcheront tout véhicule d'aller stationner à l'intérieur. Ensuite, l'arrivée et les départs seront barricadés. Et donc ça sera uniquement pour les personnes accréditées qui pourront y accéder. En soi, ils vont pas interdire pour l'instant, en tout cas, l'accès au parcours. Ça sera vraiment sur les zones stratégiques où ASO ne souhaite pas avoir de public afin d'éviter des clusters un peu partout ici, quoi. Et du coup, le coronavirus, ça nous prend de pleine face sur ce Tour de France. 2 cas, alors non négatifs, c'est ça, chez Lotto Soudal, c'est ce qui a été annoncé. Donc on sait pas, Valentin, si c'est soit chez le staff, soit du côté des coureurs. Alors en fait, c'est 2 cas non négatifs dans le titre du communiqué de presse. À l'intérieur, il parle vraiment de cas positifs. C'est 2 mécaniciens qui ont été touchés à la Lotto, qui ont déjà été remplacés. Visiblement aussi les règles d'exclusion qui ont un peu fait débat, vous savez, où on disait que 2 cas dans la bulle de 30 en 7 jours allaient conduire à l'exclusion de l'équipe. Finalement, c'est parti pour s'assouplir, où les coureurs et le staff seraient distingués. Ça permettrait d'offrir un poil plus de largesse quand même aux équipes et éviter de voir un maillot jaune contraint de partir la course parce que deux de tes soigneurs ont chopé le Covid. Donc voilà, en tout cas, il y a eu les premiers cas finalement sur le tour et la course n'est pas encore partie. Les équipes auront jusqu'à samedi matin pour faire les derniers remplacements. Donc voilà, il y a vraiment une chape de plomb ici à Nice, c'est un peu particulier. Ouais, d'ailleurs, tu peux nous dire un peu, Valentin, généralement c'est un peu la fête, le Tour de France.
Là, finalement, ça nous prend direct avant le départ, quoi. Tu peux nous expliquer un peu l'ambiance qui règne autour de ce grand départ à Nice? Ouais, il y a un exemple tout simple tout à l'heure. C'est la conférence de presse d'AG2R avait lieu quasiment en même temps que les annonces du préfet des Alpes-Maritimes, de Christian Estrosi et de Christian Prudhomme sur ce quasi huis clos. Et clairement, AG2R n'a plus existé derrière dans les discussions des suiveurs ici. C'est vraiment le sujet qui occupe toutes les discussions. C'est des suiveurs, moi c'est que mon deuxième tour dont le premier en intégralité, donc je découvre ça un peu avec des yeux d'enfant, mais les vieux briscards entre guillemets sont presque choqués finalement de voir les barricades ici, de voir cette fête populaire qui est le Tour un peu qui perd quand même de son sens, quoi. Et la course n'est pas encore partie, donc je sais pas vraiment ce que ça va donner samedi quand on va assister à un sprint sur la promenade des Anglais, sans public, sans effusion de joie. Enfin, c'est assez particulier. On se demande presque pourquoi le Tour part avec une telle incertitude, quoi. Et justement, tiens, j'ai une question. On parle beaucoup là, donc à des coureurs, du staff qui est tout le temps testé. Toi, en tant que journaliste pour le Dauphiné et suiveur, est-ce que tu es testé, toi, par exemple? Ouais, bien sûr, on a été testé. Pour chaque course AS1, on a dû être testé dans les 5 jours avant le départ de l'épreuve. C'était le cas avant le Dauphiné, c'était donc le cas avant le Tour. Avec forcément un petit coup de stress. Moi, pour l'anecdote, mes premiers résultats étaient marqués ininterprétables. Donc petit coup de flip en me disant que j'allais peut-être devoir mettre le clignotant avant même de partir pour Nice. Finalement, j'ai repassé un deuxième test PCR et il était négatif. Mais voilà, ouais, tous les suiveurs, toutes les personnes accréditées doivent présenter un test PCR négatif 5 jours avant leur arrivée sur l'épreuve. Bon, déstresse un petit peu Valentin, on va parler du sportif un petit peu maintenant. Après avoir évoqué ces petites incertitudes, Valentin, tu as dit t'as assisté à la conf d'AG2R aujourd'hui. Il y a eu d'autres confs un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces premières déclarations de la part des équipes à aller 24-48 heures avant le départ du Tour? Le premier enseignement, il est arrivé tôt ce matin avec Primož Roglič qui sera bel et bien au départ du Tour. Personne n'en doutait vraiment, mais la Jumbo-Visma s'était un peu amusée à laisser planer le doute. Il y a eu Guillaume Martin aussi qui est passé en visio parce que les conférences de presse se font à distance pour cette 107e édition du Tour. Guillaume Martin, il a plutôt donné des messages de prévention en appelant le public à être vigilant, à venir masquer, à ne pas vouloir franchir les règles et outrepasser les droits. Et puis ouais, il y a eu Romain Bardet. Alors c'était assez paradoxal parce que en tout début de conférence de presse, Vincent Lavenu disait que l'ambition c'était le général avec un top 5 voire un top 10 pour Romain. Et puis Bardet a débarqué, puis il a dit moi ce que je veux c'est être à l'offensive, c'est gagner des étapes. Et puis le général, il y a 2 mastodontes avec Ineos et Jumbo et finalement je vais peut-être m'en désintéresser pour éviter de trop m'ennuyer. Donc voilà, c'était une conf qui était assez intéressante parce qu'on se rendait compte que Bardet a vraiment des désirs d'attaque. Il avoue même qu'il est prêt à perdre du temps s'il faut pour avoir un peu plus de liberté. Donc voilà, c'était les petits moments bien sympas de cette conférence de presse d'AG2R où Oliver Nessen derrière a fait le show aussi avec les journalistes, toujours avec son humour belge bien à lui, en dévoilant la stratégie d'AG2R clairement, en disant que Romain Bardet allait avoir quelques largesses et allait pouvoir un peu s'amuser en passant à l'offensif un peu quand il le voulait. Ouais, c'est un peu ce dont on avait parlé avec le débat Van Avermaet qui arrive, Bardet qui part, changement, fin de cycle. On sent un peu que Bardet n'est plus complètement sur la même longueur d'onde par rapport à Vincent Lavenu, quoi. Après, Vincent Lavenu est un manager d'équipe et il sait très bien aussi ce que rapporte pour un sponsor une 7e place sur le Tour. Romain Bardet, c'est plus un sentimental du vélo, on va dire un romantique. Donc oui, mais il n'y aurait pas eu de désaccord, il n'y aurait pas eu de friture sur la ligne, ou plutôt de désaccord il y a 2 ans, par exemple. Oui. Après, je pense que c'est en soi, si Bardet est très offensif, il sera forcément dans le top 5, voire dans le top 10. Mais c'était vraiment la hiérarchisation des objectifs qui était assez drôle à percevoir. Après, ils sont au bout de l'histoire, hein, clairement. Romain Bardet va partir chez Sunweb, c'est leur dernier tour ensemble. Et Vincent Lavenu a certainement un peu moins d'emprise sur son leader, ce qui est normal. On va parler maintenant des Français avec toi, Valentin. Nous, on voulait vous faire un petit tour un peu d'horizon sur les chances françaises. On vient de parler de Romain Bardet. Parlons un peu du reste. Commençons déjà avec Thibaut Pinot. Je sais pas si tu as pu le croiser ou assister à la conférence de presse FDJ. Mais en tout cas, au niveau des chances, Thibaut Pinot nous a rassuré sur le Dauphiné. Pour moi, j'en fais un de mes favoris. Je sais pas si ce sera le vainqueur, mais un des favoris, c'est certain. Guillaume, toi aussi. Pour toi, je crois que c'est un des favoris. Hein. Si je dois pronostiquer aujourd'hui, je mise Thibaut Pinot vainqueur du Tour. Mais
un prono du cœur aussi, quoi. Voilà, c'est aussi un prono du cœur. Ouais, clairement, je suis comme Guillaume, ça serait vraiment un prono du cœur. Je pense que ce qui s'est passé en 2019, tout le monde l'a encore en mémoire, tout le monde a le cœur qui se serre en revoyant les images de son abandon et de ses larmes ouais. Et lui aussi. Et finalement pas tant. Nous on l'a vu sur le critérium du Dauphiné, on l'a vu pendant une demi-heure. Et on a balayé justement ce Tour 2019 où il disait que c'était peut-être l'abandon qu'il avait le mieux digéré parce qu'il s'était directement tourné sur ce Tour 2020. Il n'y avait pas ses regrets par exemple de l'abandon sur le Giro quand il est pour le coup pour le podium. Là, il a tourné la page assez facilement. Le confinement a aussi fait du bien, mine de rien. Il a retrouvé ses chèvres, Kim, et a remis. On a pu suivre sur Instagram. Exactement, ouais. Et il a remis de la passion finalement dans son métier, comme beaucoup de coureurs. Mais chez Pinot, qui est pareil que Bardet, un vrai sentimental, ça se sent. Il pédale avec le sourire, il est apaisé avec la presse. Donc et sur le Dauphiné, beaucoup ont pointé un peu le craquage mental qu'il a pu avoir sur la route de l'Altiport à Megève le dernier jour. C'était plutôt plus une panne de jambes, il nous l'a expliqué, et il y avait un peu d'agacement après une journée où pendant 140 bornes t'es attaqué de toutes parts. Mais en soi, sur la condition, aujourd'hui, Thibaut Pinot, il est largement au niveau de 2019. Quand on fait... Ouais, mais c'est la faille qu'il fallait pas montrer. Ouais, après. Un peu quand même. Tu t'es un des favoris pour le Tour de France. C'est une des failles qu'il fallait pas montrer. Voilà, quand tu es attaqué de toutes parts, les autres, ils savent que si Pinot a le maillot jaune à 3 jours de la fin, avant le contre-la-montre de Alplanche des Belleville, ils vont l'attaquer de partout parce que s'il craque mentalement, il peut craquer d'abord avant les jambes. Ouais. Moi, je pense qu'il a vraiment une panne de jambes et après ça a vrillé dans la tête. Il était esselé aussi. Faut rappeler que sur le Dauphiné, l'équipe c'était quand même pas celle du Tour. Il y avait pas Mollard, il y avait pas Gaudu, il y avait Reichenbach qui voltigeait, et heureusement, mais il s'est quand même retrouvé très rapidement esselé. Là, s'il se retrouve dans pareille situation sur le Tour, imaginons, on ose espérer qu'il se retrouvera pas tout seul après 8 bornes, comme c'était le cas lors de la dernière étape sur le Critérium. Alors Valentin, on va faire plusieurs coureurs français là, et j'ai envie de te poser une question qui nous brûle les lèvres depuis des mois sur Vélo Podcast. Guillaume Martin va-t-il faire top 5 sur le Tour de France comme le veut Cédric Vasseur, son directeur sportif? Honnêtement, moi j'ai été comme beaucoup et j'ai un peu souri quand Vasseur a annoncé l'ambition de top 5. Aujourd'hui, quand un mec fait 3ème du Dauphiné et qu'il arrive au Tour, on est quand même censé... On peut croire un peu le manager nordiste. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais depuis la reprise début août, il est quand même impressionnant, Guillaume Martin. Il est en train de se redécouvrir aussi. Il court beaucoup moins que l'année dernière. Et quand il court, ça fait boîte quand même. Hein. Moi j'ai peur pour Guillaume Martin, c'est son équipe, d'une part parce que pour le replacer, etc., sur des coups de bordure, il peut vite se faire avoir. Et en plus, Guillaume Martin, il a eu vraiment tout eu pour lui au Dauphiné quand même. C'était un peu sa course, franchement, il pouvait rien lui arriver. Il aurait gagné le Dauphiné, ça m'aurait même pas surpris, je pense. Je sais pas Guillaume ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'il a eu un peu tout pour lui sur cette course-là en fait. Écoute, moi je suis un pro Guillaume Martin, donc je te dirais que ça m'a regonflé à bloc ce podium de Martin. Non, moi là où il m'a rassuré, c'est que en fait, ça n'a pas été un Dauphiné au rabais et que il est allé au bout. Il s'est battu avec les meilleurs. Il est allé chercher quand Roglic lançait les sprints dans le final. Il était là avec Roglic dans sa roue pour tenter de prendre sa roue. En fait, tu sens que le mec, il a pas de limite. Tu sens que le mec, il est ambitieux en fait. Il a envie de tout croquer. L'année dernière, il a la Wanty, il fait 12e. Bon, quand t'es 12e avec la Wanty, l'année dernière, c'était pas un Tour de France au rabais non plus, quoi. Donc, à 27 ans, tu vois, l'âge de la maturité, une équipe qui vise un top 5, franchement, il y a de quoi avoir quelques ambitions, je pense, non? Vous savez qui ressemble, Guillaume Martin? Il ressemble à Christophe Moreau. Il suit tout le temps. Et ouais, quand tu suis, je sais pas, top 3, il faut pas suivre, il faut que t'attaques à un moment donné aussi. Après, Christophe Moreau, quand il joue au suiveur aussi, il avait une équipe derrière lui. Guillaume Martin, comme tu disais, Guillaume, c'était quand même pas le coureur le plus épaulé sur le Critérium, et même tout seul il se débrouille bien quand même. Depuis la reprise, Ventoux Dénivelé Challenge, il fait 3ème, il attaque. Sur le Tour de l'Ain, il fait 4 au Grand Colombier derrière Roglic, Bernal et compagnie. C'est quand même pas mal. Après, l'incertitude aussi, c'est le Tour, ça dure 3 semaines, je vais pas vous l'apprendre. Et c'est la 3ème semaine cette année, elle est vraiment costaude avec. Elle est plus que costaude. Et là il faudra peut-être être épaulé quand même pour un moment, aller boucher 20 secondes parce que ça pète dès le pied, parce qu'on est un peu collé le matin. Enfin, non, donc ça peut être là la limite. Vasseur, lui, il se montrait rassurant et il a changé ses plans dans l'équipe. Il a rajouté un mec à son service. À la base, en gros, ça devait être 3 pour Viviani, 3 pour Martin. Et puis finalement, ça s'est transformé en 4-2. Pour vraiment viser une place au général.
Après, chez Cofidis, ils se cachent pas aussi que s'ils pouvaient lever les bras de nouveau sur le tour, ça leur ferait du bien, parce que je crois que c'est depuis Chavanel ou Moncoutier. Mais quand t'as Elia Viviani au départ, en même temps. Ouais, après Viviani n'a pas gagné depuis le début de l'année non plus, donc. Après, juste, tu parlais de, je sais plus qui parlait de Martin dans la plaine. J'ai peur. C'est moi. Viviani contre Sony et Laporte pour encadrer Martin dans la plaine, c'est pas dégueulasse non plus. Cadrer Martin, je crois pas. Non, Viviani, il cadrera rien du tout, lui. C'est oui, Consoni et Laporte, oui, mais Viviani, je le vois pas faire ce travail-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu bosses pour lui. Bosses pour lui, tu fais pas. Tu bosses pour lui, mais si t'as un Guillaume Martin qui est 5e du général après les Pyrénées et que entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, ça bordure parce qu'on sera début septembre et que là-bas en bord de mer, ça peut bordurer très facilement. Pour moi, il va y avoir dans les oreillettes une consigne, les gars, encadrer Guillaume, quoi, tu vois. Bon, on va terminer avec Julien Alaphilippe. Alaphilippe, à quoi on doit s'attendre? Lui, il dit qu'il vise pas le général. Ça veut dire quoi? Étape, maillot à poids, ou autre chose peut-être, on va voir. Mais en tout cas, Valentin, Alaphilippe, moi, je sais pas, moi, de mon avis, ça va être un peu, lui, il va chercher une étape, et je pense que ça sera déjà pas mal parce que son niveau physique m'inquiète un peu quand même, j'ai l'impression. Il est maillot jaune dimanche soir, je vous l'annonce. Et il fait la descente du Turini qui, des premiers échos des coureurs, est assez dégueulasse. Donc il peut éparpiller un peu tout le monde, même si on est à 80 bandes de l'arrivée. Et il nous fait une petite sélection, et puis dans l'arrivée à Nice le deuxième jour se fait quand même un peu au bas d'une descente, quoi. Il reste 5-6 bornes de plat, je crois. Après, il y a une petite côte, hein, quand même. Exactement, ouais. Une petite côte dans les 10 dernières bornes. Hein. C'est ça, et après tu redescends et il te reste 5 bornes pour prolonger l'effort et aller t'imposer et prendre le maillot jaune. En clair, Valentin, j'allais t'appeler Julien. Valentin, qui peut le voilà, j'espère que tu as les jambes de Julien Alaphilippe quand tu roules aussi. Hein. Valentin, qui peut emmerder Alaphilippe dans cette étape pour l'empêcher d'avoir le maillot jaune? Pas grand monde peut l'emmerder. Je pense qu'il peut avoir des vrais alliés. Son allié ce jour-là, ça va être Romain Bardet aussi. Hein. C'est une étape, si les grimpeurs qui veulent pas jouer le général veulent un peu s'illustrer, il peut y en avoir partout. Il faudra voir la météo. Samedi, ça annonce pas très beau. Dimanche, c'est un peu incertain aussi. On peut avoir un début de tour assez épique. Et il va pas nous la faire 2 années de suite. Hein. Quand ils vont voir Alaphilippe attaquer, ils vont pas lui laisser autant de temps que l'année dernière vers Épernay. Hein. L'année dernière, on lui a laissé quelques minutes et au final, il a perdu le maillot jaune dans le dernier week-end. Donc les gars, ils sont prévenus aussi, quoi. Ouais. Après, il y a un truc aussi par rapport à l'an dernier, c'est que le tour cette année est quand même encore plus dur que celui de l'an passé. Prendre le maillot le deuxième jour, on sait que c'est jamais un cadeau quand t'es un favori. Julien Alaphilippe, lui, il en rêve. Hein. Et je pense qu'il est prêt à porter 3 jours le maillot jaune, gagner une étape et puis finir 22e du général derrière. Il a clairement coché cette étape. Moi, j'annonce Alaphilippe maillot vert aussi. C'est ma grosse cote. Hein. C'est ma grosse cote, les gars. Moi, je vous dis, Alaphilippe maillot vert. Il peut. Franchement, s'il joue les étapes dès le début et qu'il est présent régulièrement pour les étapes, vous allez voir. Faut te raisonner, Guillaume. Merci. Faut aller prendre une. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Attends, Valentin, il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les purs sprinters quand même. Je suis pas fou quand je regarde le parcours du Tour de France 2020, les gars, c'est quand même beaucoup plus vallonné que d'habitude et ça se rapproche du Vuelta habituel. Donnez-lui une camomille, mettez-le au lit là. Faut qu'il aille faire de jus pour samedi, le gars. C'est moche. Il est en train de craquer. Il s'est pris, puis... Je sais plus comment le raisonner. Écoutez, je mise 1 euro sur Alaphilippe, maillot vert. Je sais pas à la cote, je sais pas si c'est à 200 ou à 100, mais je mise 1 euro sur ça. Je sais plus comment raisonner. Va t'acheter un croissant, t'es en fringale là. Mais l'euro, va t'acheter un croissant. T'es pas bien, mon gars. Courage. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec nous. Merci les gars, merci à vous et à très vite. Je rappelle, on peut lire tes articles sur le Dauphiné Libéré. Tu es journaliste là-bas et tu suis le Tour de France cette année. Nous, on va faire des débriefs d'étapes à l'occasion. On te rappellera pour avoir peut-être ton avis sur l'étape du jour. On va en faire quelques-unes d'ici là. Donc on se tient au courant et puis à très vite, Valentin. Ouais, avec grand plaisir, les gars. On attend les masques vélo podcast. Hein. C'est l'équipement mode à Nice et vous ferez des malheurs ici. On va essayer. On va déjà essayer de raisonner Guillaume avant sur le maillot vert d'Alaphilippe et puis on en parlera des masques après. Ça va venir l'année prochaine. On avait Gun qui est enfin bien pour l'instant. Viviani qui lance son sprint le long des barrières. Viviani est en tête, mais c'est Caleb Ewan qui remonte. Caleb Ewan est très fort. Caleb Ewan s'impose. Et on continue avec le Tour de France avec, un nouvel équipier dans l'équipe Vélo Podcast, Guillaume, c'est Jocelyn Rioux, journaliste chez Eurosport qui est avec nous. Salut Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut les gars. Alors le débat, Jumbo Ineos. Alors tu sais tout l'amour que j'ai pour l'équipe Jumbo, Ineos aussi d'ailleurs, mais il faut dire qu'au Dauphiné, ça a été un peu les deux équipes qui ont marqué cette course, et notamment pour le Tour de France, où Jumbo a vraiment pris le contrôle de la course. Donc on va s'intéresser un peu à savoir si ce Tour de France va se résumer à une bataille Jumbo et Ineos. Jocelyn, t'en penses quoi toi par
par rapport à ce que tu as vu au Dauphiné notamment? Franchement, ça laisse beaucoup de doutes quand même entre les abandons de Bernal et de Roglic, voir vraiment comment ils seront en forme sur le début de tour, parce que ça va venir rapidement quand même, hein. Même si tu peux rater un peu les premières étapes et te refaire dans les Alpes, va falloir déjà être au rendez-vous à Nice. Donc voir comment Bernal et Roglic sont en forme, parce que clairement c'est eux qui vont dicter un peu la loi de leur équipe. Si Bernal est un peu en méforme au début de tour, à voir comment Ineos peut relever le niveau. Après, Ineos a quand même aligné une composition un poil moins ambitieuse, on va dire, que ce qui était attendu avec Thomas et Froome par exemple. Pour moi, il y a un léger avantage Jumbo-Visma après le Dauphiné, ce qu'ils ont montré. Avec même en l'absence de Kruijswijk, ils ont l'air un poil plus forts qu'Ineos, mais bon, Ineos a l'habitude. C'est peut-être la seule différence, ça va être l'habitude et l'expérience des tours précédents, là où Jumbo-Visma, au final, n'a jamais couru tous ensemble comme ça pour remporter un Tour de France. La Vuelta, certes, mais c'est quand même pas le Tour. Ouais, bah après, ils l'ont fait sur 3 semaines sur la Vuelta, mais là, ils l'ont fait sur une semaine sur le Dauphiné. C'était quand même impressionnant, la gestion des Jumbo-Visma quand il a fallu prendre le contrôle de la course. Il manquait George Bennett sur le Dauphiné, qui là est présent sur le Tour de France. George Bennett qui est capable d'accompagner Roglic très loin en haute montagne. Tu dis que la composition des Ineos est un peu moins ambitieuse. Je suis pas d'accord avec toi en fait. Moi je trouve qu'elle est justement plus ambitieuse que si tu avais ramené Thomas et Froome, parce que Thomas et Froome c'était des paris qui n'ont pas été gagnants sur le mois d'août. Et au final, tu ramènes quand même Carapaz, vainqueur du dernier Giro, qui certes n'a pas été trop en forme dans le restart, mais qui est quand même le grand leader d'avenir avec Bernal pour les courses par étapes. Et puis Pavel Sivakov, qui peut être aussi un autre leader de rechange sur la course, quoi. Après, évidemment, Froome et Thomas, on parlait, si on prend leur forme d'il y a 1 et 2 ans, c'était une start list 5 étoiles. Au même titre que Carapaz, si tu le prends en tant que vainqueur du Giro, il est monstrueux. Si tu le prends en ce moment, il est peut-être un poil en dessous, surtout quand tu vois la compo de Jumbo-Visma, c'est ça surtout. Après, c'est sûr que Froome et Thomas en ce moment, mieux valait pas les aligner sur le Tour, ça c'est sûr. Mais si tu prends vraiment la compo, évidemment les deux équipes sont terribles. Bennett, effectivement, je pense que Bennett est vraiment un renfort de poids et pallie très bien l'absence de Kruijswijk due à sa chute. Là où peut-être que les absences de Froome et Thomas sont quand même moins compensées en termes de niveau, si on compare juste en termes de niveau de base, pas le niveau d'aujourd'hui. Exactement. Et le niveau d'aujourd'hui, tu pourrais mettre non, je déconne, Denis Flahaut. Tu peux mettre Denis Flahaut à la place de Chris Froome, quoi, vraiment. Sérieusement, c'est deux armadas, mais je pense que Jumbo-Visma a fait un énorme Dauphiné, vraiment. Mais par rapport à Jumbo-Visma, vous pensez pas qu'il peut y avoir la guerre des chefs comme on avait craint avec Ineos? Parce qu'un Dumoulin, est-ce qu'il va accepter d'être comme ça, poisson pilote de Roglic? Mais est-ce que Dumoulin sera l'équipier de Roglic déjà? Logiquement oui. Bah ouais, mais si au bout de 2 étapes à Nice, Dumoulin est 30 secondes devant et dans les 3 premiers au général, tu fais comment? C'est les jambes qui vont parler après, voilà. Non mais Roglic il vient pour être leader sur le Tour, tu peux pas le mettre, il peut pas venir sur le Tour de France là pour être le poisson pilote de Dumoulin. De toute façon, on va en savoir plus. On va en savoir plus après le premier week-end. Les gars, vu le premier week-end qui est même après il y a quoi, 3e étape, c'est un peu chaud. Il y a le Mont Aigual à la 6e. Au soir du Mont Aigual, tu sauras qui va jouer le général ou non. Ouais, mais moi je pense qu'ils viennent en co-leader et qu'à tout moment, déjà le premier truc c'est comment Roglic se sent. Il fait de l'intox, il donne des infos, c'est pas trop. Est-ce qu'il est à 100% et tout. Je pense que tu peux pas cette année ne commencer le Tour à 90% et espérer monter en puissance. Je pense que t'es obligé d'être quand même à 95, 80, vraiment presque au top de ta forme dès Nice, parce que si tu prends un tir à Orsières-Mortelette ou au Mont Aigual au bout d'une semaine, c'est râpé quoi. Tu ne peux peut-être pas le gagner le Tour de France dès la première semaine, mais assurément tu peux le perdre cette année, ça c'est sûr et certain. À la différence que là tu vas pas le perdre sur une bordure, tu vas le perdre vraiment en montagne quoi. Ah, tu le perds sur la grimpette. Si tu perds du temps, je trouve, au début, même si tu as 3-4 minutes, tu vas pouvoir facilement les rattraper la dernière semaine si tu es vraiment très en forme. Hein, parce que pour moi, un coureur qui est largué à la 10e étape à 4 minutes 30, si c'est un Quintana par exemple, ou même un Bernal, j'y crois pas moyen, mais même un Roglic, c'est pas dit qu'ils peuvent parvenir dans le top 3 pour la dernière semaine. Hein. C'est sûr, sauf que si Roglic est équipier, c'est pas sûr que la dernière semaine il soit libre de faire ce qu'il veut. C'est là le problème en fait dans cette fameuse guerre des chefs entre quand t'as plusieurs leaders. Là où peut-être Ineos s'est libéré ce champ en mettant que Bernal vraiment leader, même s'il y a Sivakov, même s'il y a Carapaz, je pense que l'establishment à Ineos c'est un peu plus clair, je pense. Après chez Jumbo-Visma, franchement entre Dumoulin et Roglic, Dumoulin il m'a l'air de remonter très très fort depuis la reprise.
contrairement à Roglic avec sa chute. À voir. Franchement, à voir vraiment l'état de Roglic au bout de 2-3 jours. Mais c'est la grosse question pour moi. On est d'accord que, à part Jumbo et Ineos, il n'y a aucune équipe qui peut contrôler la course. Hein. On est bien d'accord entre nous? Contrôler, non. Ceux qui ont le maillot jaune, au-delà de ces deux équipes, ils vont avoir plus de mal à gérer, c'est sûr. Messieurs, si on résume un peu le débat, c'est on est un peu dans l'incertitude face aux chutes des derniers jours, là, notamment sur le Dauphiné. Et s'il y a une bataille, ça va être chaud de dépasser les Ineos et les Jumbo-Visma. Mais au final, il y a quand même ces deux équipes qui vont contrôler, qui vont avoir les clés de la course, quoi. Et on voulait venir aussi avec toi, Jocelyn, sur les surprises de ce Tour de France. Tu vois qui, toi? En surprise, le coureur qui peut gagner une étape, qui peut te surprendre. André Greipel? Non, je déconne. Humour et compagnie. Non, franchement, c'est l'invité de dernière minute, mais Rémi Cavagna hier a été sélectionné par Deceuninck Quick-Step. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire, Cavagna, parce que voilà, il était champion de France, vice-champion d'Europe du chrono cette semaine. Mais je suis pas sûr qu'il soit très connu. On parlait du grand public, vraiment dans sa large version, qui regarde France Télé pour les paysages. Je suis pas sûr qu'il connaisse vraiment Rémi Cavagna, tu vois. Ouais, s'il veut s'échapper entre l'île d'Oléron et l'île de Ré, il est capable de te faire contre-la-montre. À la Tony Martin, si ils se mettent tous les deux devant, ça peut être marrant, tu vois. Oh là là, s'il y a une échappée Cavagna-Martin, les gars, on va rigoler. Curieux de voir sur quelle étape il peut s'illustrer. Puis c'est toujours bien côté français d'avoir des mecs capables de briller hors dehors des grands, on va dire, Barguil, Bardet, Pinot et compagnie. Mais après les mecs à suivre, franchement tu te rends compte que c'est quand même souvent des gens qu'on connaît, tu vois, dans toutes les équipes. Tu ressors pas vraiment même, tu vois, Pogacar par exemple, il est peut-être pas connu du grand public, mais bon, c'est quand même un mec qui est vachement bien installé dans le peloton, quoi. Ça va pas être une surprise le jour où il gagnerait une étape. Enfin, pas pour nous. Moi, j'en ai un pour un Français qui peut gagner une étape, et c'est pas le plus connu, même si on le connaît nous, évidemment, dans Vélo Podcast, c'est Brian Coquard. Ouais. C'est l'occasion quand même. Peut-être sa carte à jouer, je trouve. Ouais. Ce serait bien. Et Guillaume, t'en as un, toi? Pour mes surprises, alors j'en ai noté 4 noms que j'aimerais bien voir quand même. Ma pépite PCM, Marc Hirschi. Ouais. À la Sunweb. Alors, lui, on l'attend. Hirschi, le jeune Suisse, je veux voir ce qu'il veut donner aussi dans les étapes accidentées. Quentin Paché, je veux voir ce qu'il veut donner sur le Tour de France. Je trouve que c'est un mec qui est pas le plus connu, mais qui est un puncher solide dans le peloton. Il va montrer le maillot, c'est bien. Il va montrer le maillot sur 180 km, et puis après, il sera rattrapé par le peloton. Ouais, peut-être, mais je veux voir ce qu'il donne, Quentin Paché. Et puis, les Colombiens de l'AIF, Higuita et Martinez. Pour moi, ça peut être les deux belles surprises de ce Tour de France. Je veux vraiment voir Higuita, champion de Colombie. On passe au maillot vert. Est-ce que vous avez un petit pronostic à faire sur ce maillot vert, sachant que par rapport au parcours, alors il y a beaucoup de montagnes évidemment, beaucoup de terrains accidentés aussi. C'est des étapes souvent qui se finissent soit sur un col de première catégorie, soit alors il y a 2 cols de première catégorie avant la descente. Enfin, ce Tour de France, ça va pas être vraiment une tasse de thé pour certains sprinters. Vous voyez qui, Jocelyn, tu vois qui toi par exemple? Franchement, tout dépend de son état de forme, mais qui pourra battre Peter Sagan, c'est un peu la question quand même. À partir du moment où il vient au départ, ça reste quand même le grand favori. Surtout que Wout van Aert a dit qu'il allait pas jouer le maillot vert, sinon franchement ça aurait été mon choix. Après, il y a tout, il reste quand même quelques sprints. J'ai regardé le parcours. Il y a quand même quelques étapes où des mecs qui passent bien les bosses, tu vois, des Nizzolo, Colbrelli, surtout Nizzolo après ce qu'il a fait là sur ces derniers jours, champion d'Italie, champion d'Europe, il a l'air quand même sacrément en forme. Colbrelli, des cours comme ça, ouais, Mesgek, tu vois, est-ce que la question reste autour de Sagan, Van Aert, parce que Van Aert il dit qu'il va pas le faire, mais bon, il suffit qu'il se retrouve il suffit, c'est facile à dire, mais il se retrouve devant, il fait, tu vois, 4-5 dans les 4-5, même 5-6 dans les sprints massifs, et quand ça monte, il est là, il prend les points, parce que ça c'est clair que quand ça montera en montagne, que lui il ira prendre les points du sprint intermédiaire, là où il y aura sans doute aucun sprinter. Ouais, ça peut te faire 25 points, 20 poins par-ci par-là et remonter au classement assez facilement. Donc Van Aert, même s'il dit que c'est pas un objectif. Toi, je vais dire Julien Lafilippe pour le maillot vert. Ouais, ça. Même si à Sam Bennett. Non, mais alors tu sais quoi, c'est parce que j'ai fait alors, vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai fait le Tour de France 2020 sur PCM. Et en fait, tu te rends compte que les gars qui jouent les victoires d'étape dès la première semaine sont présents au classement du maillot vert à la fin. Alors c'est que PCM, Guillaume, mais en fait, c'est tout bête. C'est pas la vie, Guillaume. C'est pas la vie, Guillaume. Non, PCM. mais je sais, c'est ma vie, PCM. Voilà, faut dire ce qui est. Non, mais
En fait, on parlait du classement général où tu peux perdre le Tour de France dès la première semaine. Mais au final, tu vas marquer beaucoup de points dès la première semaine et les sprinteurs vont pas marquer tant de points que ça. Si dès la première étape, on parle de la première étape qui au Tour de Nice, qui sera peut-être un petit peu pour les sprinteurs, mais si les sprinteurs ils pètent dans les cols de mi-étape, dans les montées à mi-étape, les gars, les Trentin, Alaphilippe, on va être présents dans le final. Et Alaphilippe est capable de jouer le sprint sur un sprint à la première étape. Il est capable d'aller gagner une étape en montagne à un moment, parce que t'as les classements généraux aussi. S'il fait échapper, il peut faire le classement sprint intermédiaire. Il peut faire le sprint intermédiaire en mi-étape aussi. Et en fait, Alaphilippe, il peut te prendre des points un peu partout sur le parcours. Et c'est pour ça que je me dis, pour le maillot vert, lui aussi, il peut être présent. Alors, faudra voir son état de forme, je trouve, pour Alaphilippe. Et c'est une belle transition parce que lui, c'est mon favori pour le maillot à pois, en fait. Tout simplement. Je voulais en parler juste après aussi. Le maillot à pois, pour moi, Alaphilippe, c'est plus pour lui parce qu'il va chercher les étapes. Il a dit qu'il jouait pas le général. Donc, clairement, le maillot à pois, ça serait peut-être plus pour lui par rapport au maillot vert, même si, bon, ça peut justifier ce que tu dis, mais faut voir son niveau de forme, son état de forme, alors que le maillot à pois, il pourrait presque... il peut faire les deux. Ouais, enfin, alors là, celui qui fait les deux, le maillot vert et le maillot à pois, je sais pas s'il est encore né quand même, hein, Jocelyn. Jalabert. Ouais, c'est vrai. Mais il est passé déjà. Non, toi en maillot à pois, par exemple, tu vois qui, Jocelyn? Pierre Roland. Attaque de Pierre Roland. C'était pour faire plaisir à Guillaume. Non, honnêtement, je pense que il y a quand même pas mal d'arrivées au sommet ou en montagne et tout. Je pense que c'est un Bernal qui va gagner le maillot à pois. C'est un mec qui joue le général. Malheureusement, c'est pas ce que je préfère, parce que je préfère des mecs qui attaquent et tout, Alaphilippe et compagnie. Mais je pense qu'un mec du général gagnera le maillot à pois. Et Warren Barguil? Bah, franchement, Barguil, c'est pareil, ça dépend de la liberté qu'il a, ça va dépendre de Quintana. Regarde sur le Dauphiné, finalement, il finit par faire 9ème on l'a quasiment pas vu de la semaine, tu vois. Il a pas joué sa carte, il a jamais été à l'attaque pour prendre, ça reste le Dauphiné, personne ne veut vraiment le maillot à pois sur le Dauphiné, mais, tu vois, s'il est dans l'ombre de Neiro, s'il travaille pour Neiro, il ira pas devant, il prendra 0 points. Si les persos et qui visent un top 10 en suivant, il en prendra pas. Par contre, s'il vise un top 10 en allant dans les échappées comme il l'a fait par le passé, ouais. Mais là, quand même, c'est beaucoup de composantes si tu me dis aujourd'hui de mettre un billet sur un maillot à pois, tu vois. Si tu me dis aujourd'hui de mettre un billet, bah, franchement, c'est entre Roglic et Bernal, quoi. Jocelyn, tu dis que c'est pour les favoris. En fait, oui et non, parce que on parle toujours de je vais reparler de cette première semaine, mais dès la première semaine, t'as des cols de première catégorie. Je crois même que dans les Pyrénées, t'as du hors catégorie en fin de première semaine, et des arrivées au sommet. C'est surtout dans la seconde partie du Tour de France, quoi, si on enlève le Mont Aigoual au final. Je pense vraiment que même dès la première semaine, on va voir qui va vraiment jouer le classement du maillot à pois, parce que il va y avoir des gros points qui vont être distribués. Alors, je peux te citer des gars qui vont beaucoup dans les échappées, des Alessandro De Marchi, des Tige Benoît aussi, qui peuvent jouer le maillot à pois. Pourquoi pas, peut-être un Yates ou un Chavez pour voir si l'un et l'autre ne joue pas le général, ou s'il prend un pet dès la deuxième étape, il peut aller en échapper dans les Pyrénées pour ensuite prendre le maillot à pois, pourquoi pas. Allez, on va terminer maintenant avec les filles qui vont faire aussi le Tour de France. Alors elles, c'est sur une seule course, la course Baille le Tour, ce sera la course Baille le Tour à Nice. Alors on va faire un petit point là-dessus. Alors il y a vraiment tous les grands noms qui seront là a priori, même si je crois que les start ne sont pas définitives de toutes les équipes. En tout cas, il y aura des grands noms, il y aura Marianne Vos, je crois, il y aura Van Vleuten qui est championne d'Europe. Vous voyez qui, vous, à cette course Baille le Tour, sachant que au niveau de l'étape, c'est 96 km avec, on va dire, ça peut se finir en sprint, moi je trouve, par rapport au profil de l'étape. Il y a des monts, mais ça peut tenir pour certaines sprinteuses. Ouais, bah justement, les filles, les meilleures disaient que c'était pas assez dur. On a vu Van der Breggen et Van Vleuten, les deux qui disaient en gros, c'est quoi ce circuit, on mérite mieux que ça. Et surtout au niveau de la distance, parce que c'est vrai que c'est pas si loin après. Il y a plus des soucis d'organisation, j'imagine. Le départ est à 10h avant la première étape des hommes. Mais c'est vrai que quand on voit le circuit, bon, c'est pas si dur. Après, à Pau l'année dernière, le circuit, est-ce qu'il était si dur? Finalement, on a eu quand même une course de mouvement avec un beau sprint de Marianne Vos qui avait décollé tout le monde. Vos est à mon avis une des favorites, surtout je pense qu'elle aime bien courir ce genre d'épreuve. La renommée du Tour, elle a un palmarès gigantesque, mais c'est toujours des belles courses. Ouais, bien sûr. Après, Van Vleuten est tellement impressionnante, je crois qu'elle a perdu entre guillemets qu'une course, c'est le championnat des Pays-Bas derrière Van der Breggen, donc il y a pire. Ouais, et puis à Plouay, elle a pas fait la course pour la victoire. Van Vleuten n'était pas à Plouay. Elle a fait 51e au Grand Prix de Plouay. Annemiek ou Anna Van der Breggen. Annemiek Van Vleuten, 51e à Plouay. Ouais, moi aussi j'étais surpris
surpris, hein, je croyais pas qu'elle était dans la course. Hein. J'avais même pas vu qu'elle était au départ. Tu vois, elle avait passé à travers, quoi. Et Ludwig, vous la voyez ou pas? Là, ceux qui courent avec la FDJ Nouvelle-Aquitaine, Ludwig, la danoise. Bah, encore aujourd'hui, elle était hyper forte sur le championnat d'Europe. Donc, probablement la meilleure chance pour l'équipe française avec une dernière carte pour Elisabeth Degnan, quand même, qui a gagné le Grand Prix de Plouay. Ouais, Elisabeth Degnan, j'allais le dire. Ouais. Qui a l'air quand même pas mal en forme, à voir. Après, bon, les noms, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent, hein, mais après, je pourrais rajouter aussi la polonaise Niewiadoma, qui est en forme en ce moment. Je crois qu'elle est vice-championne d'Europe derrière Van Vleuten. Voilà, après, dans les grands noms, ça revient souvent sur les grands noms, quoi. Mais peut-être Marta Bastianelli, après, si... Elle a l'air un poil moins bien en ce moment. Après, c'est des courses un peu bizarres, hein. Ça va beaucoup marquer les favorites. Après, c'est sûr que c'est pas les courses les plus faciles à gérer pour ces grands noms, parce que quand t'as tout le monde dans la roue, après tu vas me dire c'est toujours pareil, sauf que quand t'arrives au Strade Bianche et qu'il y a des monts et des chemins, c'est quand même plus facile de les lâcher, quoi. Donc c'est sûr que si t'as tout le monde dans la roue, je suis pas sûr que Van Vleuten fasse vraiment la différence sur un circuit pas si difficile que ça. Bah merci beaucoup Jocelyn d'avoir été avec nous. Merci Jocelyn. Avec plaisir, bon tour. Merci, bon tour de France, et puis on pourra se retrouver lors des débriefs d'étapes qu'on fera, hein, Guillaume, tout au long du Tour de France, donc pour les grosses étapes. On ne sait pas encore trop quand et à quel moment, mais on vous dira ça sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, on va retrouver Barnabé Ostéo dans l'équipe Bahreïn-McLaren, qui va nous parler du physique des coureurs qui vont participer à ce Tour de France, mais aussi de son ressenti, hein, entre les contrôles Covid et la préparation de ses coureurs avant le Tour. Il y a un vrai souci là pour Thibaut Pinot. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive? Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture, il va abandonner, c'est sûr. On a parlé des enjeux, revenons maintenant sur l'aspect physique des coureurs sur ce Tour de France. Et pour en parler avec nous, il nous a manqué dans Vélo Podcast, Barnabé Moulin, l'ostéo de l'équipe Bahreïn-McLaren. Salut Barnabé. Salut à tous. Ça va? Oui, ça va. On est comme des lions en cage là. Bon, c'est ça un peu l'état d'esprit à quelques heures du départ du Tour de France. Toi qui es sur le Tour là depuis mardi maintenant, puisqu'il faut respecter une bulle sanitaire par rapport à ce Tour de France, quel est l'état d'esprit des personnes, des encadrants, des coureurs? Eh ben, on est tous comme à chaque fois qu'on a un grand tour comme ça. On est quelques jours avant, on est tous là à attendre que ça démarre, tous pieds au plancher et voilà, prêt à en découdre. C'est un petit peu spécial par rapport aux années précédentes, non? Il y a quoi? Il y a de l'excitation, les équipes sont un peu sur les dents, il y a de la tension par rapport à d'habitude? Bah, par rapport à d'habitude, ça, je veux dire, l'état d'esprit, il est le même, hein. On est tous prêt, on prépare chaque détail, etc. La seule différence, c'est que on peut pas communiquer on communique entre nous au sein de l'équipe, quoi. On n'a pas le droit de contacter d'autres personnes extérieures. Donc ça rajoute un petit stress supplémentaire, mais qui pour l'instant n'est pas plus gênant que ça, quoi. Bon, on va rappeler les 8 coureurs qu'emmène la Bahreïn-McLaren sur ce Tour de France. Barnabé, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Marco Haller, Mikel Landa, Matej Mohoric, Wout Poels, Raphaël Valls. Sans parler des choix sportifs, Barnabé, est-ce que tu peux nous dire, toi, ostéo, est-ce que la forme physique d'après Covid a été prise en compte pour le choix des gars? Oui, c'était un élément important. Puis les résultats aussi qui ont été porteurs pour beaucoup d'entre eux et le travail qui a été fait sur les différents stages. Ouais. Est-ce que la forme physique d'après Covid est différente de la forme physique qu'on a habituellement en juillet? Alors ça, on verra sur le tour, parce que c'est un paramètre qu'on n'a pas du tout. On n'a pas d'expérience du tout par rapport à ça. Savoir que pour un tour normal qui se déroule en juillet, les courses commençant en février, on a déjà un bon matelas de retour avec déjà un premier cycle de travail, alors que là, on a juste un mois et demi de course, donc c'est assez particulier. Ouais. C'est quoi l'objectif de l'équipe pour le Tour de France? Ah bah là, il est clair, hein, c'est gagner avec Mikel. Mais par rapport au Dauphiné, ça vous a appris des choses ou pas? Enfin, parce que il y a quand même. Il y a eu des paramètres qui ont changé. Hein. Il y a eu. Le Dauphiné était particulier parce qu'il était réduit à 5 jours. C'était très dur, très nerveux. Et puis il y avait pas le droit à l'erreur. Et puis il y a dans les paramètres, faut savoir que c'est l'objectif étant vraiment d'aller gagner sur le Tour. Quand t'as un truc qui va pas sur le Dauphiné, tu forces pas la machine, tu récupères la dernière journée. Et puis voilà, l'objectif il est vraiment fin septembre, quoi. Parce que on a vu des mecs qui étaient en forme très rapidement sur le Dauphiné et même avant, Primož Roglič particulièrement.
Est-ce que le Primož Roglič du Dauphiné, ça va être le même sur le Tour de France? Est-ce qu'il sera aussi en forme? Est-ce qu'il a été en forme sur le Dauphiné? Est-ce que ça veut dire qu'il sera aussi en forme sur le Tour? Bah, j'espère pour lui, hein. J'espère pour lui. Le problème, c'est qu'on a vu, il y a eu beaucoup de chutes et qui ont affecté pas mal de coureurs. Et ouais, puis des paramètres aussi, des gars qui étaient bien, puis d'un seul coup, crac, ça les a lâchés parce que le niveau d'intensité, il est tel que ça permet pas le droit à l'erreur, quoi. Justement, quand tu parles de toutes ces chutes, est-ce qu'il y a une explication, toi en tant qu'ostéo, parce que on a l'impression que sur un week-end, est-ce que c'était la fatigue? T'as tout le monde qui chutait. On a vu Evenepoel même week-end, Schachmann, il y a eu Roglič, tu le disais. Est-ce que c'est à cause du physique, le côté on est un peu allé trop fort, trop vite? Je pense que dans le paramètre, il y a surtout qu'il y a une énorme envie d'en découdre et puis une énorme pression personnelle, hein, déjà. Chacun a vraiment envie d'y aller et puis parce que par exemple, je vous donne un élément très simple. Sur quelques coureurs que j'ai suivis, on a fait le calcul de nombre de jours de course qu'ils vont avoir à la fin de saison. Ils vont tomber sur 45-50 jours grand maximum. Alors que ce sont des gars qui peuvent arriver pour certains qui sont de grands grégaries, on peut arriver à presque une centaine de jours. Donc, c'est un gros paramètre de différence. Après, il y a au sein du peloton, on a des gars qui peuvent être en fin de contrat, qui ont besoin de prouver qu'ils sont encore vaillants pour décrocher un nouveau contrat. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont à prendre en considération. On voit la chute d'Evenepoel. Evenepoel, faut voir aussi que c'est un jeune coureur qui a 20 ans. Il n'a pas l'expérience de ce très très haut niveau qui est très très exigeant. Moi, je l'ai vu à l'action au Tour de Pologne. Il écrabouillait les pédales. C'était impressionnant. Et puis, est-ce qu'il n'a pas subi trop la pression d'un Nibali qui est quand même on va dire maintenant un vieux de la vieille et qui sait comment mettre la pression? On l'avait vu lors du Giro en 2016 où il avait poussé Pagevec à la faute dans la descente. Il a réussi de la même manière à pousser Evenepoel à la faute. Bon, je dis pas que c'est lui qui l'a fait tomber, hein, c'est pas ça. Mais il y a cet aspect pression effectivement qui amène certains à être à plus que la limite, quoi. Ouais, Evenepoel c'est quand même plus un fait de course, hein, pour rebondir sur la question de François Pierre aussi. C'est plus un fait de course où voilà, Nibali va le taquiner dans la descente et du coup Evenepoel pour tenter de le suivre se met vraiment dans le rouge à la limite quoi, et du coup voilà, sa chute elle est peut-être pas tant liée à la forme physique que ça. Après je sais pas ce que tu penses, quoi. Non, je pense que c'est plus le côté c'est la guerre sur le vélo, quoi. Moi j'ai des gars qui me racontent que le placement il était au millimètre, mais là il est au dixième de millimètre, hein. C'est chacun essaie d'y aller. On a vu des chutes par exemple au Tour d'Occitanie, dans la descente avant la dernière montée pour la dernière étape. À Rocamadour. Ouais, à Rocamadour, où il y a un Lilian Calmejane qui s'envoie au tas avec un autre gars parce que ça s'est joué au placement, quoi. Et ça plus que d'habitude? Et j'ai l'impression, hein, après c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que t'as les retours des coureurs aussi, ouais. Ouais, de ce que j'ai comme feedback, ouais, il y a plus ce côté nervosité, vraiment envie d'y aller. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme à l'époque des Romains où vous mettiez les lions dans la cage et puis vous leur donnez rien à bouffer pendant 2-3 mois, et puis là, crac, on est parti à la guerre et c'est parti. Donc j'ai plus ce sentiment-là. Je peux totalement me tromper, mais j'ai plus cette impression-là, ce ressenti sur ces échanges qu'on peut avoir, qu'un éventuel problème de forme physique. Ça, je pense pas. Non. Barnabé, ça fait maintenant 3 mois qu'on ne t'a pas eu dans Vélo Podcast. Ça fait très long pour nous, hein, déjà. T'as pu voir les mecs en stage en juillet, à la sortie des différents confinements dans les différents pays. T'étais avec eux sur quelques courses début août, tu nous as dit que t'étais au Tour de Pologne. Dans quel état tu les as retrouvés, ces mecs? Justement, comme ça, très motivés et très... Ouais, ils sont très heureux d'être là, très, très heureux de retrouver le groupe, tous, hein, même le staff, hein, on était vraiment très heureux et très soulagés de pouvoir nous revoir de nouveau et reprendre le cours des activités. On ne dit pas normal, hein, parce que c'est absolument pas normal la façon dont on est en train de travailler, mais bon, il faut qu'on fasse avec.
mais ouais, très motivés et puis certains très très en forme déjà. Donc c'est plutôt bon signe, quoi. On le sait, l'aspect sanitaire sera assez important sur ce tour, hein, avec des règles drastiques. Si on a 2 cas au minimum sur une semaine dans une équipe, l'équipe est hors course. Alors il y a des négociations qui sont encore en cours, visiblement avec ASO et les équipes. Est-ce que Barnabé, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà, toi, à ton avis? Moi, le problème de cette règle des 2 cas positifs et mis hors course, on a vu l'exemple de Bora sur Ploué. Pour moi, je trouve que c'est un peu compliqué parce que on a vu que pour Bora, par exemple, le coureur mis en cause, il a repassé un test dans la foulée et qui s'est révélé négatif. Donc on a des problèmes de fiabilité au niveau des tests. Il peut arriver que l'échantillon puisse être mal transporté. Ça s'est déjà vérifié auprès de certaines équipes qui n'ont pas pu analyser en temps et en heure un membre de staff. Enfin, il y a eu des choses comme ça. Donc à trop vouloir protéger, je pense qu'on va avoir des problèmes. Et ça risque d'arriver sur un plan judiciaire qui va être compliqué. Et est-ce que c'est un point en plus à apporter pour les équipes, déjà qu'il y a la pression de la course, il y a la pression du Tour de France même, parce que le Tour de France c'est l'institution, c'est vraiment un point en plus? C'est déjà, ne serait-ce qu'à d'un poids financier, c'est énorme. Et nerveusement? Nerveusement, oui, bien sûr, parce qu'on est tous là dès qu'on passe un test. Par exemple, moi, depuis le début, je suis à mon 7e PCR. Donc, à chaque fois, on est là pendant 24-48 heures après que le résultat arrive. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Bon, ça rajoute quelques grammes de pression en plus et ouais, ça devient lourd. Mais sur un point de vue financier, il faut imaginer que pour arriver à ce Tour de France, rien que sur le groupe Tour de France où on est 30, ça représente un coût financier non négligeable. On avait estimé à peu près comme ça avec quelques collègues en gros 75 000 euros. Donc c'est quand même pas rien, hein. Ouais. 75 000, ça fait beaucoup, hein. Merci beaucoup, Barnabé, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va terminer ce podcast spécial Tour de France, Guillaume, avec les Paris Vélo Podcast. Alors on verra si on met Michael Landa dans notre top 3. En tout cas, Barnabé, profite bien de ce Tour de France et puis on espère que Michael va faire un gros tour, quoi. Oui, on est là pour ça. Avec des victoires d'étape de Sonny Colbrelli en plus. On croise les doigts. Merci Barnabé en tout cas, merci beaucoup. Bon, à très vite Barnabé. Allez, à bientôt. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. Et on va terminer ce podcast spécial Tour de France, Guillaume, avec les paris de Vélo Podcast. Qui tu vois, toi, dans ce top 3 du Tour de France cette année pour le classement général? Ça va être compliqué. On en a parlé pendant tout ce podcast. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes, François-Pierre, dans ce Tour de France. Va falloir être présent dès la première semaine, dès les 2-3 premiers jours même. Pari du cœur. Ça va être un pari du cœur, François-Pierre. Ah, normal. Est-ce que tu sais qui je vais dire? Je pense que ça commence par Thibaut, non? Ouais, ça termine par Pinot. Ouais. Exactement. Oui, parce qu'en fait, si on regarde bien, les autres favoris n'ont pas donné tant de garanties que ça. Roglic, oui, mais Roglic, comment a-t-il récupéré de sa chute sur le Dauphiné? Comment il a récupéré? Est-ce que Tom Dumoulin va pouvoir prendre le relais? Pinot est tombé aussi. Pinot est tombé, mais Pinot a terminé le Dauphiné. Pinot s'est battu pour gagner le Dauphiné. Alors, il a eu un coup de moins bien dans la dernière étape où il a baissé quand il y a eu la grosse bataille pour les favoris, mais j'ai envie de dire quand même Thibaut Pinot. J'ai quand même envie de dire deuxième Primoz Roglic parce que je pense que la bataille va être. Je pense que Roglic va pas comme ça abdiquer rapidement. Et Nairo Quintana troisième. Pour moi en fait Pinot, Roglic, Quintana c'est les trois qui ont prouvé le plus sur ce restart qu'ils étaient capables d'aller chercher un podium sur le Tour de France. Et toi, François-Pierre, dis-moi ton podium pour le Tour. Alors moi, mon podium, ça va être le podium de la raison et pas du cœur comme toi. Je crois que le vainqueur du Tour, ce sera à nouveau Egan Bernal. Pourquoi? Parce que même s'il a des douleurs au dos, je pense que c'était plus, pas du bluff, mais c'est plus on va dire, pas prendre de risques. Au moment du Dauphiné, il s'est retiré tranquillement. On le voyait dès le lendemain en train de s'entraîner, donc c'est pour dire que son mal de dos était peut-être pas si important. Et surtout, c'est que Ineos a fait des choix forts avec l'équipe pour Bernal, avec les copains de Bernal. On voyait vraiment que Bernal se sente bien. Et je pense que c'est un bon choix de la part d'Ineos et qui vont certainement avoir un peu en travers de la gorge ce qui s'est passé avec Jumbo-Visma pendant le Dauphiné. En deuxième, je verrai Thibaut Pinot. Deuxième du Tour de France, pour moi, ça serait logique. En plus, avec l'avant-dernière étape à la planche des belles filles, je vois bien récupérer la deuxième place sur ce chrono.
là où c'était pas son point fort au départ de sa carrière. Et puis en troisième, moi je vois bien, alors au départ je voyais Roglic, mais c'est de la Jumbo-Visma et je suis pas fan. Du coup je vois bien un coureur allemand de la Bora, Bourman, qui est souvent présent toujours dans les top 5, top 3. Voilà, il était 4e l'an passé. Il mérite son top 3 et je pense qu'il sera là parce que Bourman c'est un coureur plutôt efficace, mais pareil il est tombé, on verra son niveau, mais j'y crois pour tu vois pas quelqu'un d'autre toi? C'est vraiment ton top 3 que tu vois? Tu vois pas, je sais pas, un Pogacar vient. Tu vois pas un Pogacar? Non, pas du tout. Moi je vois pas Pogacar. Moi je vois Chouchou Godu qui sera bien parce que je me dis, tu vois, Chouchou Godu, Tour du Limousin, tu sais, on l'a vu en difficulté, mais c'était pas pour lui ce Tour du Limousin, tu vois, c'est pas. Mais il sera dans le top 10 pour moi, Godu. C'est ça, ma grosse cote, c'est ça. Godu top 10. Moi, ça sera Guillaume Martin top 5. Oh non. Tu vas faire plaisir à Cédric Vasseur, hein, bien sûr. Guillaume. Ah, pourquoi pas. J'ai envie de voir le Miguel Angel Lopez sur le Tour de France. Je veux voir ce qu'il donne. Je veux vraiment voir ce qu'il donne. Pour moi, c'est peut-être, allez, une surprise. On retient, toi tu as dit, du coup, Thibaut Pinot, premier. Primoz Roglic, deuxième. Nairo Quintana, troisième. Et toi, François Pierre? C'est Egan Bernal, premier. Deuxième, Thibaut Pinot. Et Emmanuel Bourman de la Bora, troisième. L'Allemand. On verra si nos paris sont bons. Du coup, c'est Roglic qui va gagner, quoi. Exactement. On verra du coup si nos paris sont bons. Merci à tous en tout cas de nous suivre. C'est la fin de ce numéro Vélo Podcast spécial Tour de France. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. On a passé les 6000 écoutes depuis qu'on a lancé le podcast en janvier dernier. C'est juste énorme, Guillaume. Monumental, franchement. On pensait jamais arriver à autant d'écoutes en si peu de temps. Vraiment. C'est ça. Un grand merci en tout cas à tous. Et Vélo Podcast, je vous rassure, revient très bientôt pendant ce Tour de France avec des surprises aussi, des invités. On sera pas là pour toutes les étapes, mais on sera là pour les étapes les plus importantes. Donc profitez bien de ce Tour de France, de ce début de Tour de France. Et on revient très vite, Guillaume, avec évidemment des débriefs d'étapes, mais aussi des invités. On vous réserve quelques surprises. À bientôt.